j'adore ça. Bon. Comment dire? Est-ce que vous faites un travail sur vous-même? Et qu'est-ce que ça veut dire le travail sur soi-même? Se remettre en question, je dirais, afin de pouvoir le faire. Très bien. Ça veut dire déjà avoir conscience de nos manques, de nos blessures, de nos mauvaises choses, pardon. Et après, d'essayer de réfléchir à une stratégie pour essayer de les diminuer, de les enlever. Comme par exemple la colère, travailler sur la colère, donc réfléchir, par exemple, quand on a un moment de colère, pourquoi on l'a, qu'est-ce que ça a réveillé, quelles sont les conséquences, et essayer de renverser la vapeur pour atténuer cette colère, et que dans la même situation, un jour, lointain, on puisse ne plus être en colère. Vous y arrivez? En partie. Donc le discours il était très très beau, mais le résultat... En partie. Mais ça fait déjà 30 ans, donc, mais une grande partie maintenant. Après, il y a la sagesse. Mais pas encore à 100%. En vieillissant, ça, on a un peu mieux. Alors, attention, si la colère on l'a travaillée parce qu'on a vieilli. Donc, Non, mais on apprend sur nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi? Prendre du recul sur chaque chose qui peut nous atteindre en adolescence. Pas réagir à chaud, prendre du recul, analyser et après essayer de... Ce que vous dites, c'est bien. Est-ce qu'on peut, d'autres personnes aussi peuvent voir? Je vais rajouter une chose qui me vient maintenant de me traverser. Je dirais qu'avec l'âge, on pense toujours travailler sur les mauvais points. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on a aussi des bons points. Et qu'on pourrait aussi travailler sur ces bons points, c'est-à-dire, au lieu, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, on est à 5, essayer de monter à 7, à 8 ou à 10. Et je pense que c'est un travail qu'on ne fait jamais. Mais ça vient de me traverser. Alors, ce que vous dites, vous avez entièrement raison. La plupart des gens, ils cherchent à arranger leurs défauts. Pourtant, en améliorant tes qualités, eh ben, peut-être les défauts. D'abord, les défauts, ils n'auront plus de place. Et tout simplement, tu vas faire plus de choses. Ok? Et au passage, c'est la grande erreur des parents. C'est la grande erreur de beaucoup de gens. Parce que vous savez pourquoi? Parce que arranger les défauts, c'est totalement primitif. Chercher à arranger les défauts, c'est un réflexe primitif. Pourquoi? Quelqu'un, il a touché quelque chose de chaud, ben il va faire « Oh, maintenant je touche plus ». C'est primitif. Aller inventer un gant pour pouvoir toucher quand même le chaud et sans avoir mal, c'est autre chose. C'est primitif. Le réflexe de se protéger, c'est un réflexe primitif. Même les lions, même les animaux les plus forts sur Terre, dès qu'il y a quelque chose dont ils ont peur, ils se retirent, ils s'éloignent. Donc en vérité, le réflexe et donc en vérité la plus grande intelligence, c'est de prendre des qualités et les développer. Ok, prendre les qualités et les développer. Mais encore une fois, est-ce que vous pouvez me dire encore un peu, ça voudrait dire quoi, faire un travail. Alors, ce que vous avez dit, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? S'analyser. Très bien. Très bien. Quoi d'autre? Non, mais ce que vous dites, c'est bien, mais on va essayer de... Aussi penser à l'autre, qui des fois nous affecte. Alors ça, c'est... Oui, ça veut dire quoi ça? Qu'en fait, on est complètement différents. Donc, peut-être que nous, souvent, on perçoit quand quelqu'un nous fait du mal, on croit que c'est volontaire, mais parfois c'est pas volontaire de sa part en fait. C'est nous, dans notre interprétation qui est différente de sa volonté. Donc c'est important aussi de faire attention à celui qui est en face et de connaître un petit peu d'où il vient et voir si réellement c'était de la méchanceté. Très très bien. Quoi d'autre? Ce que vous dites, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, c'est bien. Maintenant, je voudrais juste un peu d'éloquence et que chacun y raconte un peu. Est-ce Alors, que c'est une question de conscience? Oui, de c'est bien. conscience des choses? Bien sûr. Mais moi, je veux parler sur le travail. Ou sur le travail ou comment vous travaillez sur vous-même. Alors, vous avez dit, il faut comprendre, etc. Ah, comment? Alors, imaginez maintenant
qu'on va parler d'un point de vue de Torah. Ça voudrait dire quoi faire un travail sur soi-même? C'est prendre des livres de Moussa, Oui, mais alors ça voudrait dire quoi faire un des travail? cours. Quoi d'autre? C'est ce que j'ai fait. En fait. J'ai pris des livres de Moussa, j'ai fait des cours. Que j'ai essayé d'intégrer. Oui, c'est ça surtout le travail. Après, c'est de pouvoir faire quelque chose de ce que tu as. Et l'observation aussi de la vie. Parce qu'il se présente des situations dans notre vie d'où on peut tirer des enseignements et des compréhensions nouvelles aussi. Ça a été la conjonction de tout ça. Alors, on va essayer un peu. Ce que vous avez dit, c'est tout bien. On va juste rajouter une petite épice. Dans tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, pas mal. Faut batailler dur, mais c'est pas mal. Pas mal. Il y a de la place là-bas. Alors, dans tout ce que vous avez dit, en tout cas le début, vous étiez dans la gestion. Dans la gestion. C'est quoi dans la gestion? C'est quelqu'un m'a fait quelque chose, comment je gère pour pas m'énerver, comment je gère pour ne pas être atteint, comment je gère pour ne pas être dépressif, etc., etc. Vous étiez dans la gestion. C'est quoi la gestion? C'est en fin de compte, mon boss, il m'embête, ben, il faut que je me débrouille pour pas que ça me touche. Dans la gestion. Ok? Mais vous n'avez pas été dans la... Hazak. C'est moi qui fais le travail, là. Hein. Ok? C'est moi qui fais le travail. Hein. C'est moi qui fais le travail. Hein? Ok. Alors, ce que vous avez dit, vous êtes dans la gestion. C'est quoi dans la gestion? Alors, pourquoi j'appelle ça de la gestion? Parce qu'en vérité, vous avez quelque chose qui vous est arrivé et vous devez vous débrouiller pour ne pas vous énerver, ne pas faire ci, ne pas faire ça, etc., etc. Et c'est pour cela que tout au début, vous avez même dit, et donc on fait en sorte de... on essaye d'améliorer nos défauts. C'est quoi on essaye d'améliorer nos défauts? C'est pas de la procréativité, améliorer ses défauts. Améliorer ses défauts, des fois, et c'est très souvent le cas, c'est gérer nos défauts pour pas qu'ils fassent trop de problèmes. Gérer nos défauts pour pas qu'ils soient trop apparents. Gérer nos défauts pour pas qu'en vérité, ils dérangent trop. On va les garder à l'intérieur de nous et en fin de compte, on va les gérer. Ok? Le but, c'est quand même de les faire disparaître. Hein. Alors, on y arrive dans quelques instants. Alors, et la plupart du temps, toutes les personnes qui font un travail sur eux-mêmes, c'est essentiellement dans la gestion. Essentiellement dans la gestion. Alors, je dirais pas, j'ai rarement vu, mais les gens n'ont pas le réflexe de faire autre chose, pas le réflexe. Mais après, quand on va dans un cours de Torah, on étudie peut-être de Moussar, on étudie la Chassidoute, on va dans des cours, on se parle, etc., etc. Les gens, ils peuvent commencer peut-être non plus à être dans la gestion, mais peut-être être dans la procréativité, ou bien tout simplement dans la création de valeur. Mais sinon, la plupart des gens, ils sont dans la gestion. Ils sont dans la gestion. Ok? Et ça, c'est bien. Mieux vaut ça qu'autre chose. Mais en vérité, vous êtes juste des gestionnaires. Ok? Quel serait le vrai principe de le vrai... Alors, ça serait quoi? Le principe de Avodat Hashem. Alors, Avodat Hashem, dans la Torah, on explique qu'Avodat Hashem, ça vient de la gage Iboud Orot. Iboud Orot, c'est le tannage de peau. Alors, c'est quoi le tannage de peau? C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu dois prendre quelque chose, le travailler, jusqu'à que cette chose-là, elle soit apte à l'utilisation, apte à l'exploitation. Mais en vérité, le vrai travail, la avod, le vrai travail avoda, c'est créer une valeur. Créer une valeur. Le vrai travail d'avoda, c'est lorsque maintenant je prends quelque chose qui était inapte et je le rends apte. Voilà, un diamant, une peau, quelque chose. C'est lorsque je prends quelque chose qui était inapte et je le rends apte. Quand je prends quelque chose d'inapte et je le mets juste à l'étalage, sous une lumière, ou bien je trouve des gens
qui vont pouvoir, je prends du charbon et je trouve des gens qui veulent acheter du charbon. Donc, je n'ai pas fait une avoda sur le charbon. J'ai fait une avoda sur trouver le client. Je n'ai pas fait une avoda sur le charbon. Donc, si je prends un charbon et je trouve juste le bon client qui voudra prendre le bon charbon, et ben, en fin de compte, je n'ai pas fait de travail sur le charbon. Donc là, le lien avec le travail sur soi, ça voudrait dire qu'en fait, il ne faudrait pas permettre à l'autre de faire en sorte de nous affecter. C'est ça? Au contraire, c'est ce qui est fait de manière générale. Ce qui est fait de manière générale, c'est qu'on a la gestion. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive, on doit faire en sorte que ça ne nous atteigne pas, que ça ne nous fasse pas de mal, ou bien, des fois on se protège les gens en effaçant leur numéro de téléphone, en les bloquant, en plein de choses, etc. etc. Donc ça, c'est de la gestion. C'est de la gestion. C'est ça que j'appelle la gestion. En fin de compte, vous verrez toujours dans toutes les sociétés, vous avez les gestionnaires qui sont très peu créatifs. Parce que c'est le contraire de leur travail. C'est le contraire de leur travail. Le travail des gestionnaires, c'est gérer ce que le créatif a créé. Et qu'est-ce qui ferait par exemple celui qui est dans l'action, qui n'est pas gestionnaire et qui veut éviter quelqu'un au lieu de le supprimer? Alors on y arrive. Alors si vous voulez, on y arrive dans quelques. Non mais j'ai pas dit. Des fois il faut les deux. Des fois il faut les deux. Il y a quelqu'un qui est hyper nocif. Oui. Quelqu'un qui est hyper nocif. Non. Quelqu'un qui est hyper nocif. Celui-là, des fois je suis inapte à créer une valeur. Ok? Il y a des fois, j'ai eu plusieurs cas comme ça, des parents qui sont vraiment nocifs. C'est-à-dire à chaque fois, la personne me dit, chaque fois que ma mère elle m'appelle, une semaine plus tard, dépression. Non. Il y a des parents qui sont tarés. Ouais. Il y a des parents qui sont tarés. Des mamans qui sont pas, que pour eux, le lien qui l'attache avec sa fille, c'est quand sa fille elle pleure et vient se réfugier dans ses bras. C'est comme ça. Ça peut être taré. Donc ils sont nocifs. Ces gens-là, la vérité, ça dépend de justement ta nature. Et à ce moment-là, il y a des gens qu'on ne peut pas gérer. Pour vous donner un exemple, avec les enfants, très difficile de gérer le téléphone portable. Le mieux, c'est qu'ils n'aient pas de portable. Oui, évidemment. Très bien. Alors, vous avez des applications là, avec Our Pact, vous avez des applications, etc., où les khatrila, vous leur donnez, mais directement, vous bloquez. Pourquoi? C'est simple. Les gars qui vous font les applications, eux, ils dépensent des milliards pour que justement, votre enfant soit toujours derrière. Donc, qu'est-ce que voulez-vous avec les 1 euro que vous leur donnez de cadeau s'ils se comportent bien? Vous pouvez rien faire. Okay? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont trop puissantes pour nous. Ou parce que ça, c'est dans certains cas. Mais est-ce que c'est ça qu'on définit comme Avodat Hashem? Est-ce que la Avodat Hashem va être la gestion du négatif pour que le négatif soit moins négatif, pour que le négatif nous atteigne moins ou pour que le nocif nous atteigne moins? C'est une partie d'Avodat Hashem. Est-ce que c'est ça que ça s'appelle Avodat Hashem? Pas complètement. Non, donc Okay. c'est faire du positif pour que le négatif s'efface. Alors, ou bien pour que le négatif s'efface, ou bien tout simplement parce que peut-être faire le positif et la Avodat Hashem. Faire le positif et la Avodat Hashem. Et que tout ce qui n'est pas la création de positivité, la création de valeur, peut-être que tout ça, c'est pas la Avodat Hashem. Peut-être que tout ça, c'est juste et éviter le pire, peut-être. Et ça s'appelle même pas Avodat Hashem. Ok? Alors, je continue. Hein? Shalom Aleichem. Eva, Chazak. Je vais tout faire ici. Non, il n'y a que la déco que je ne sais pas faire. Chazak. Ça va, vous allez bien? Par contre, il n'y a que votre sœur que je n'ai pas appelée. Hein. Alors, donc, clair ou pas? Et donc, c'est pour cela qu'en vérité, le terme Avodat Hashem, ça vient du langage Iboud Orot. Prendre une peau, la travailler et faire en sorte que cette peau-là, elle ait une vraie valeur, une création de valeur. Maintenant, j'irai encore mieux que cela. Il y a encore mieux que cela. Le vrai Avoda, c'est faire quelque chose. Donc, c'est pas mieux, on va retravailler la définition. Avoda, donc création de valeur, est égal faire apparaître quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est ça, Avodat Hashem. C'est de la création.
C'est Avodat Hashem. C'est de la création. C'est partir de zéro et faire un... C'est ça Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est créer quelque chose qui n'existait pas. Alors, maintenant, on va essayer de vous prendre 2 ou 3 exemples pour montrer à combien la première manière, c'est 80% de l'humanité. Et ce n'est pas comme ça que nous on doit servir Dieu. Qu'en vérité, la majorité des gens, et même la plupart du temps, ils se fondent totalement sur leurs acquis. Ils ne font que gérer leurs acquis. Vous prenez quelqu'un, hein, les gens les petits jeunes, attention, hein, ça dépend de l'âge, des fois c'est bénéfique, des fois c'est etc. Mais je dis juste qu'il ne faut pas s'arrêter là. Vous prenez le petit jeune, quelqu'un il a une tête mathématique, il va aller faire un travail de mathématique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son don, ou il va prendre sa qualité, et il va juste l'améliorer, la gérer. Est-ce qu'il va savoir faire totalement autre chose? Pas obligé. Vous prenez des gens, les médecins, vous avez très rarement vu des médecins être excellents dans d'autres métiers. Pourquoi? C'est le métier que j'ai, bon, je le gère. Je gère mes acquis. Vous prenez quasiment la majeure partie des gens. La majeure partie des gens, ils ne font que gérer leurs acquis. Et ce qu'ils sont, mais c'est affolant, hein. Ne tombez pas en prédépression, c'est pas ça le but. Et comment ils sont sortis de l'école, comme ça ils font quasiment toute leur vie. C'est pour ça que des fois, pas tout le monde a eu la chance de rater ses études. Et que des fois, l'avantage, alors attention, quand tu fais des études de façon dans la Torah, ça ne s'arrête jamais les études. Donc la question ne se pose même pas. Mais des fois, quand tu as raté tes études, eh ben, en fin de compte, tu es obligé de toucher à tout. Je ne dis pas que c'est comme ça le seder, je ne dis pas que c'est comme ça que c'est bien, je ne dis pas que c'est comme ça que c'est pas bien. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. La règle, elle est qu'il faut toujours évoluer. C'est ça la règle. Que tu aies fait des études, que tu n'aies pas fait des études, on n'en a rien à fiche. La règle, c'est tout le temps évoluer à l'intérieur de nous. Mais l'idée que je veux sortir de cela, que le terme avoda est la création de valeur. Ce n'est pas la gestion des valeurs. Ce n'est pas la gestion du patrimoine, c'est la création de patrimoine. Yes? Et donc, ce que vous avez dit au début, qui a été très très bien. Oui. Quand vous faites comme ça, on dirait que je voulais dire quelque chose. Ah, ok. C'est une Europe qui est trop sûre. Ouais. Et donc, tant qu'on est dans la gestion, presque, ça ne s'appelle pas Avodat Hashem, le service de Dieu. Presque. Parce que Avoda est égal création de valeur. Travailler quelque chose, créer quelque chose, travailler quelque chose. Ok? Je pense qu'en France, mais je pense que même dans tout le monde entier, ok? Ils confondent le terme travailler et rémunération. Dans le monde entier, le travail, c'est lié avec rémunération. Donc dès lors qu'on te paye pour quelque chose, ça s'appelle un travail. Ok, les animaux, ils travaillent, et leur rémunération, c'est manger. Toi, ta rémunération, c'est 1 000 euros, 1 200 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, ce que tu veux. Donc on appelle ça du travail. Mais en vérité, la vraie notion de travail, c'est la création de valeur. Et une des preuves, c'est quoi? Où est-ce que se trouvent les plus grandes marges? Lorsque tu crées un produit, que tu es nouveau sur le marché. Là se trouvent les plus grandes marges. Pourquoi? Parce que là, c'est là où tu as fait preuve de ta créativité. C'est là où tu as fait preuve de ta notion humaine. Où se trouve la notion humaine du travail? Chez les artistes, chez les créateurs. C'est plutôt les artistes, c'est ce que j'allais dire. Tous les autres, un singe aussi peut te répéter. Et le pire, vous savez, c'est quoi dans le monde où est-ce qu'on vit maintenant, où on a une capacité de fabriquer des machines pour à peu près tout? Tout ce qui n'est pas créatif peut être remplaçable. Tout ce qui n'a pas un poste de créativité peut être remplaçable. Pour l'instant, il n'y a que les rabbinim qu'on ne peut pas remplacer, donc c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Mais tout ce qui n'est pas de créativité peut être remplaçable. Pourquoi? Ça prouve que la valeur humaine de base, c'est la créativité. Donc si dans ta avodat Hashem, si dans ton service de Dieu, tu n'es pas dans la création de valeur, dans la créativité, dans la création de valeur, eh ben, ça s'appelle pas une avodat Hashem, ça s'appelle une gestion d'avodat Hashem, une gestion.
Yes. Après, va venir un deuxième point. Je ne sais pas si on va pouvoir pouvoir tout travailler, mais on va essayer d'étudier 2-3 trucs. Et après, il y a un deuxième point, c'est comment on travaille ça. Et là, les gens en général, ils confondent. Les gens, ils vivent dans des leurres affolants. Et quasiment tout le monde a un problème avec ils veulent tous du rapport qualité-prix. Même dans le service de Dieu, ils veulent du rapport qualité-prix. On veut que dès que je fasse un Teilim, j'ai directement le miracle. On veut que dès que je fasse un cours pendant 2 semaines, je viens en cours, j'évolue tout de suite. Et on veut que dès que j'ai fait un petit truc, j'évolue. On veut avoir l'évolution qui est liée directement avec la chose. Et en fin de compte, là aussi, c'est une erreur fondamentale. En général, quand quelqu'un est sérieux dans un domaine, il commence à voir les fruits de son sérieux, de son évolution entre 1 an, 3 ans et 5 ans. Entre 1 an, 3 ans et 5 ans. 1 an selon ce qu'il attend, ok, selon le niveau de ce qu'il attend de lui. Après 3 ans et après 5 ans. Ok. Et on voit ces 3 chiffres-là à chaque fois. Les 3 ans, lorsque l'enfant est né, ces 3 premières années, c'est la grande évolution. Je crois qu'il sait marcher, apprendre, qu'il sait marcher, parler, courir, être propre, etc., etc. C'est pour ça qu'on fait la coupe de cheveux 3 ans. Après, on a 5 ans, Arnasa Trader. On a les 5 ans quand les Lévim, ils rentraient pour se faire former une première année. Au bout de 5 ans, ils allaient sur le travail. Donc, c'est au bout. Il y a des cycles d'apprentissage. Mais celui qui veut changer sa vie, changer, évoluer de manière réelle, au bout de 3 cours qu'il a fait, quasiment impossible. Quasiment impossible. Ça, c'est bien dans le commercial. Tu as un téléphone, je te fais une petite formation. Le téléphone, il a été fabriqué justement pour les nuls, pour que tu n'aies pas besoin de réfléchir. Donc, je te fais une petite formation, je te dis comment ouvrir le couvercle, je te dis comment l'allumer, je te dis comment ça, et après, tu peux l'utiliser. Mais tout ce qui est évolution de sa personne, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps ? Parce que l'évolution est aussi liée avec une construction de soi-même. Il faut absolument se construire. C'est-à-dire quoi se construire ? Prendre du temps pour chaque chose, travailler pour chaque chose, etc., etc., etc. Ok ? Alors maintenant, on va essayer de travailler un petit mahamar du Rabbi, un petit mahamar. On va pas faire tout dans le texte, sinon après, on va pas s'en sortir. Enfin, on va pas s'en sortir, c'est que j'ai peur que ça soit un peu trop long. Et comme on sait le Sfirat Omer, et là où le Rabbi il va nous apprendre, la première page Ain Dalet, tout en haut à droite. Donc, et là où le Rabbi, il va nous révéler un des objectifs de ces 49 jours jusqu'à le don de la Torah. C'est quoi? On va le retrouver dans les mots. Quel a été pas l'erreur, parce que c'est la nature, mais c'est pas une erreur. C'est-à-dire, quel a été le grand défaut de la sortie d'Égypte? Le big défaut. Le big défaut de la sortie d'Égypte. Bon, c'est normal, on a travaillé la sortie d'Égypte, on n'a pas travaillé le reste. Le big défaut de la sortie d'Égypte, c'est que nous, on n'a pas travaillé sur nous-mêmes. Il n'y a eu aucun travail, il y a eu un petit travail, mais il n'y a eu aucun travail profond de la part des bénis Israël. Aucun travail. Il n'y a eu que de la gestion. Les pauvres, Comment Tu dis les pauvres, ils étaient à cette époque. La tête sous l'eau. Ils étaient fatigués. Très bien. Ils étaient la tête Très sous bien, l'eau. très bien. Frappés, Très bien. Il y avait des rues de travaux. C'était Donc, pas, c'est difficile de travailler sur Donc vous soi. comprenez pourquoi ils n'ont pas fait de travail. Ouais. Mais le résultat, c'est le même. Il n'y a pas eu de travail sur eux. Ok? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le grand défaut de la sortie d'Égypte? Mais comme vous avez dit, parce que c'était difficile, parce que c'était pas possible, parce que si, parce que ça, parce que 10 milliards de raisons. Eh bien, on a mis 40 années pour vraiment intégrer la Torah. S'ils nous auraient attendu encore 40 années en Égypte, c'est même pas sûr qu'on aurait réussi ou pas. On est d'accord? Mais le grand défaut de la sortie d'Égypte,
c'est qu'on a fait que de la gestion de ce que Dieu nous a donné à cet instant-là. C'est aussi une nouveauté. Oui, Il y a mais même aussi cette nouveauté... une notion de Bravo, nouveauté. bravo. Mais même cette nouveauté-là, elle ne vient pas de nos faits, de nos faits. Elle vient de nos propres faits. Elle vient du fait d'Akadosh Baruch Hu. Oui ou non? C'est-à-dire que le grand et regardez maintenant à combien ce défaut-là, il est phénoménal, il est gravissime. On est Moshe Rabbeinu. On verra ça plus tard, peut-être une autre fois, ou parce que c'est pas le sujet maintenant. Mais on a vu que Moshe Rabbeinu, 40 jours après le don de la Torah, il a retardé son arrivée de 12 heures. La faute du veau d'or. Mais comment expliquer une faute du veau d'or 40 jours après la sortie d'Égypte? Un an de miracle non-stop. Comment expliquer ça? Parce que je n'ai pas créé à l'intérieur de moi la valeur, je n'ai fait que gérer la valeur que Dieu m'a imposée, on pourrait dire. Le terme imposé n'est pas beau parce que, au contraire, c'est comme de la manière quand des parents, les parents, ils ne peuvent pas attendre que l'enfant ait 18 ans pour lui dire fais tes devoirs. Ils sont obligés d'imposer les devoirs. Ok? Et on est obligé, même des fois par des cadeaux, par des choses, ça s'appelle quand même imposé. Donc tu as été obligé d'imposer. Mais le résultat, ça reste toujours le même. Le résultat final, c'est que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, le grand défaut de la sortie d'Égypte, mais c'est un défaut inhérent. Hachem ne pouvait pas faire autre chose. C'est quoi? C'est que le défaut, il était que tout est venu du propre chef de la Torah, de Hachem. Et maintenant, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a quelques instants, et au final, c'est pour cela que dans la sortie d'Égypte, un des termes qui est utilisé, ki bechipazon yatsatam mitzrayim. C'est quoi bechipazon? Chipazon en hébreu, ça veut dire précipitation. Parce qu'avec précipitation, donc c'est en quelque sorte, t'as fui la sortie d'Égypte. Parce que quand tu viens, t'es tranquille, doucement, et ben en fin de compte, tu n'as pas besoin de fuir. Tu viens, tu sors normalement. Quand est-ce que tu dois te précipiter? C'est lorsque justement les choses ne sont pas organisées, ne sont pas construites, ne sont pas travaillées, ne sont pas réglées. Quand est-ce qu'il y a marqué Bechipazon? Tu as dû fuir, tu as dû partir, qui varach ha'am. Il y a marqué donc au début de Parashat Beshalach, Vaï Beshalach paret ha'am, velo anachem elokim, qui varach ha'am, qui varach ha'am. Parce que le peuple a fui l'Égypte. J'ai pas compris, en quoi on a fui l'Égypte? Ses parents nous ont dit partez. Pourquoi on utilise le terme fuir? Parce que par rapport à notre niveau de l'époque, l'Égypte était encore nocive pour nous. Yes? Par rapport à notre défaut de l'époque, l'Égypte était nocive pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas construit notre protection ou un nouveau système de valeurs, que ce système de valeurs-là, il aurait pu être plus fort que la nocivité de l'Égypte. Donc, comme on était en plein dedans, on était complètement dans le gambouis de l'Égypte. Donc, on n'avait qu'une seule option, fuir. Il y a des gens que lorsque maintenant tu les parles au téléphone, il y a une bagarre. Texto. Un couple une fois. Que de la bagarre. La bagarre. Ils se parlent au téléphone. Bonjour, ça va, quoi de neuf? T'as fait. Mais pourquoi tu me demandes ça? 2 secondes, ça prend 2 secondes. Je leur ai dit, regardez. À partir de maintenant, tout ce que vous avez besoin de demander à l'autre de faire par texto. Texto, c'est neutre. À part si tu rajoutes des émoticônes mauvais, mais sinon, texto, c'est neutre. Et au final, ça va mieux dans le Shalom Bayit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils n'avaient pas assez construit leur rapport en discussion. Donc, tu es obligé d'éviter ce canal-là. Tu dois passer par un autre canal. Donc oui, quand quelque chose est nocif, tu dois passer par un autre canal. Parce que sinon, des fois, on n'a pas... Et une fois que tu t'es habitué à parler avec ton mari normal, à ce moment-là, tu peux lui demander quelque chose, et ça va être pris normal. Ok? Mais si maintenant tu ne sais pas parler, où il y a trop de sensibilité, où il y a trop de nerfs entre les deux, et ben en fin de compte, au final, dire n'importe quelle phrase, c'est comme sur une peau qui a reçu des coups, n'importe quelle phrase que tu vas faire, il t'a mal. Mais pourtant, je t'ai fait juste ça. Oui, mais comme j'avais déjà mal, donc c'est pour ça que chaque chose, ça me fait mal. Ok? Donc en vérité, oui, il y a des fois où quelque chose est nocif et on n'a pas d'autre choix que de fuir ou de bloquer cette nocivité
parce que c'est comme ça. Mets une télé allumée dans un salon, tu as les enfants qui sont scotchés dessus. Tu as beau leur expliquer ce que tu veux, tu leur amènes des gâteaux au sucre chimique, ce que tu veux, tu le mets dans le placard. Tu as beau leur expliquer c'est mauvais pour leur santé, ils vont te le manger. Tu as beau leur mettre un hamburger rempli de n'importe quoi et des légumes, des choses, bien, ils vont manger quoi? Vas-y, va leur faire un pile-poule, explique-leur de quelle manière il a fait, etc. Perdu d'avance. Donc, c'est obligé que tu enlèves certaines parties parce que cette action-là, tu n'as pas la capacité de te mesurer à elle. Donc d'abord, tu dois te construire, et après, une fois que tu auras terminé ta construction, ton travail, à ce moment-là, tu pourras te mesurer, et à ce moment-là, ton évolution fera que ces choses-là ne sont plus nocives. Mais il y a des choses. Donc il y a ce qu'on appelle le principe de précipitation. Mais quel a été le grand défaut de la sortie d'Égypte? Ça a été le fait que ça ne provenait pas de nos propres faits. Bien sûr, on n'avait pas le choix. Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas le choix, il est obligé de faire comme ça. Sinon, les Bnei Israël ne seraient jamais sortis. Et la preuve, 80% sont restés en Égypte. 80%. Et je rappelle ce qu'on avait dit juste avant les fêtes, qu'il y avait un certain monsieur, je crois que c'est Milgam, il avait dit, mais bon, ça on le connaît nous, puisque c'est marqué dans la Torah, mais c'est juste pour ajouter des mots d'actualité, des mots contemporains. Il dit, parce que 80% de la population n'ont pas les ressources psychologiques pour défier un ordre émanant d'une autorité. Donc, ces 80%-là, l'autorité, c'était Paro, c'était la mode égyptienne, c'était les dieux qui voyaient partout. Comme ils sont là, a priori, c'est vrai, etc. Ils n'avaient pas la capacité, les ressources pour pouvoir défier. Alors, au passage, maintenant, on pourrait, je ne sais pas si je peux me permettre, si Hachem me pardonne ou pas, on pourrait même réhabiliter une question que moi j'avais tout le temps, toute ma vie j'ai une question. Toute ma vie j'ai une question. Comment Datan et Aviram, pour ceux qui connaissent un peu le Chumash, Datan et Aviram, c'est que dans tous les Picsou, vous avez toujours les Réchaïm. Comment ils s'appellent, les Rapetou. Après, dans le Kiluk, vous avez toujours les mêmes méchants. Les mêmes méchants dans tous les dessins animés, ils sont les mêmes. Mais jamais ils font tchouva. T'en as qui font jamais tchouva. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Datan et Aviram, tu les vois depuis le début. Datan et Aviram, c'est eux qui étaient avec Moshe, qui sont partis dire à Paro, et ils sont sortis d'Égypte. Et Bémet, toute ma vie, j'ai une question. Mais comment ils sont sortis d'Égypte, ça? Bonne question. Ridouche qui vient de sortir. Bonne question ou pas? C'est plus drôle. Hein? S'il n'y a pas le méchant, il n'y a plus d'histoire. Non, non. Après, on a fait des bêtises dans le désert. Mais ceux-là, ces deux-là, partout ils sont. Korach, ils sont avec Korach. Ils sont contre eux. Partout ils sont. C'est pour se changer les autres en face quand on a une contradiction. Non, mais comment des Réchaïm sont sortis d'Égypte? Mais comment ils sont sortis d'Égypte? C'est-à-dire, ils ne croient pas en Moshe Rabbeinu. Ils ne croient en rien. Comment ils sont sortis d'Égypte? Oh là là, il est magnifique sur Ridouche. Toute ma vie, je me suis posé la question. Mais comment ils sont sortis? Ils croient en rien, ces deux-là. Moshe Rabbeinu, avant qu'ils soient Moshe Rabbeinu, ils ont failli le faire tuer. Après, ils sont mis avec Korach. Après, ils ont un problème. Ceux qui sont sortis pour vérifier s'il y allait avoir encore de la manne le vendredi, le Shabbat matin, Datan et Aviram. Ils y ont vu un intérêt On dirait qu'ils avaient des dents crochues comme ça. C'est les méchants du film. Ils y ont vu un intérêt personnel, peut-être. Aussi. Alors, bravo, je ne suis pas loin de cela. Parce que c'est vrai que les Béné Israël sont sortis avec beaucoup Oui. de richesses. Non, mais il y avait les autres 80% aussi qui auraient pu sortir avec toutes ces richesses-là. Oui, mais Pour comment ceux-là, richesse, ils sont arrivés à faire partie des 20% qui ont cru en Dieu? Ils n'ont pas cru en Dieu, ils ont cru en eux, ils ont cru. Ma question, elle est comment ils sont sortis d'Égypte, ceux-là? pour l'argent. Eh bien, peut-être la réponse, elle est... Justement, Dans- pour qu'ils s'améliorent. Alors, peut-être la réponse, elle est C'était une dans ce que chance. M. Milgam, il nous a dit. Ceux-là, il a dit 80%, mais nous, on le sait parce que c'est marqué dans la Torah. Je dis juste pour... ça fait sympathique. Ça fait Zarma, il a lu quelque chose. Alors 80% de la population n'ont pas les ressources
psychologique pour défier un ordre émanant d'une autorité. Mais eux, en vérité, ils ont prouvé quoi depuis le début? Défier l'ordre. Qu'ils ne respectaient aucune autorité. C'est des électrons. Donc en vérité, leur capacité, en vérité, entre guillemets, leur défaut qui ne respectait rien, ça leur a donné une carte de sortie pour dire, mais de toute façon, même l'Égypte, j'en ai rien à fiche. Même de la mode d'Égypte, j'en ai rien à fiche. De toute façon, je ne respecte aucune autorité. Comme je ne respecte aucune autorité, donc j'ai pas de problème à me greffer à un peuple rebelle. Ah, Hachem, Hachem, il nous dit de sortir. Bon, de toute façon, j'en ai rien à fiche de l'Égypte. Je peux y aller. Mais l'Égypte, elle n'a pas un impact sur toi. Oh, qui va avoir un impact sur moi? C'est moi qui fais ce que je veux. Donc, leur défaut qui a été, parce que dans chaque qualité, il y a le défaut de la qualité. Être trop bon, c'est... Non, je ne dis pas la suite. Trop bon. Et après, tu as trop méchant, etc., etc. Donc, chaque qualité, elle a le défaut de la qualité. Et de la même manière, leur défaut, il avait une qualité. Leur défaut, c'était qu'ils étaient chutzpah, qu'ils en avaient rien à fiche de l'autorité, des règles, etc., etc. Donc, ils ont été des rechaim, même avant. Et donc, cette rishaout-là, cette capacité, dans ce cas-là, c'était mauvais, ça s'appelle chutzpah. Cette chutzpah-là leur a donné le ticket de sortie pour être capable de défier l'ambiance d'Égypte et de se greffer au voyage. Et eux, ils ont raté, par contre, ils ont raté leur occasion. Ils auraient dû faire tchouva. Mais comme eux, leurs défauts, ils n'ont pas du tout travaillé. Et donc, ils sont restés totalement avec un défaut de chutzpah. Donc, même quand Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, il leur a montré, c'est moi qui reçois la Torah. Même là, ils ont dit, mais t'es rien. Donc, en fin de compte, comme ils n'ont pas travaillé, donc chacun des 20% qui sont sortis d'Égypte, chacun, il avait une raison, peut-être personnelle, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être personnelle pour sortir d'Égypte, mais après, il fallait la travailler, cette raison personnelle, et la transformer en raison beaucoup meilleure, mais bien meilleure. Et donc, eux, ils ont raté les coches. Et donc, au final, ils ont été obligés d'être détruits. OK? Mais en tout cas, maintenant, pour ma part, j'ai ma réponse. Comment c'est possible que Datan et Aviram, ils sont sortis d'Égypte, ils n'auraient pas dû mériter, c'est des Réchaïm, des vrais Réchaïm. À tous les coups, ils étaient dans l'embrouille. À tous les coups. Il y avait quelqu'un là, je ne dirai pas son nom. À chaque fois qu'il y avait une embrouille, le directeur, il disait, qu'est-ce que tu as fait encore? Et l'autre, il disait, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Ils sont 10. Si tu es là-bas, c'est que c'est toi qui as fabriqué l'embrouille. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Datan et Aviram, c'était des Réchaïm. Comment ce Réchaïm-là, ils sont sortis? Parce que eux, leur défaut de rachat, qui était je défie l'autorité, j'en ai rien à fiche, et ben leur a donné la possibilité de. Elle les a sauvés au moment de la sortie, mais comme ils n'ont pas fait un travail sur pour améliorer, travailler, évoluer, changer, etc., mais en fin de compte, ils sont restés avec ce même défaut tout le temps, et au final, ce défaut, il s'est retourné contre eux. Ok? Clair? En tout cas, le grand défaut de la sortie d'Égypte, c'est que ce n'était pas de nos propres prophètes. Donc, qu'est-ce qu'on devait prouver à... Qu'est-ce qu'on devait... C'est pas grave, après on s'habitue. Alors, qu'est-ce qu'on devait prouver au don de la Torah? Et donc, qu'on était capable de se rapprocher de Dieu par nos propres efforts, sans avoir à gérer les efforts à lui. Un planeur, vous savez qu'un avion, même, il peut voler 20 minutes, les moteurs éteints. Parce qu'il est poussé par... Parce qu'il y a plein d'importances, mais il peut planer 20 minutes. Mais qui le fait démarrer? C'est lui-même. Il a besoin de réacteurs pour pouvoir démarrer. Donc, il y a dans chaque domaine de la vie, il y a un moment où il y a quelque chose qui me pousse, et après, il y a la gestion. OK? On peut le faire à l'envers, on peut le faire à l'endroit. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte. Donc, ça a été lui le réacteur, et nous, on n'a fait que de la gestion. Si on fait que de la gestion, on est dans le problème. Nous, on devrait, notre travail à nous, c'est de changer les réacteurs
et faire notre propre réacteur et faire notre propre travail pour pouvoir devenir ou développer nos propres qualités, faire et créer nos propres valeurs et créer notre valeur, créer nos propres valeurs et évoluer de notre propre valeur. Ok? Et donc, en fin de compte, pour résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez dit tout au début, c'est quoi la Avodat Hashem? Et ben, en fin de compte, vous avez dit très très bien. Le seul défaut que vous avez eu dans ce que vous avez dit, c'est à chaque fois que vous parlez par rapport aux événements qui vous arrivent dans la vie, comment gérer pour qu'ils soient, entre guillemets, moins nocifs, pour que vous ne tombiez pas en dépression à chaque fois que quelqu'un vous parle mal, etc., etc., etc. Donc oui, alors c'est très bien, c'est un travail. Mais en fin de compte, vous êtes en train de dire, mon service de Dieu, en tout cas mon travail sur ma personne, il est sur la gestion de tout ce qui peut m'arriver dans la vie, pour pas que cette gestion-là me mette par terre. Dans le service de Dieu, ça s'appelle aussi de la gestion. Avodat Hashem, c'est la création de valeur. La création de valeur. Et c'est quoi la création de valeur? Alors ça peut être par nos qualités, on va les exploiter. Ça peut être par tout simplement créer des nouvelles qualités que je n'avais jamais découvertes auparavant à l'intérieur de moi. Ça peut être à travers une étude acharnée, un travail acharné de ce que je dois faire et que ce travail acharné va développer chez moi, etc., des nouvelles choses et des nouvelles choses. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des personnes ici, on avait quelqu'un, il avait maigri grave. Il était très gros, il avait maigri grave. À la fin, il a repris du poids. Vous savez pourquoi? Parce que non, dans sa tête, il se voyait mal dans ce nouveau corps. Oui, ça arrive. Et il n'avait pas travaillé sur sa gourmandise. Il n'avait pas travaillé sur ça, il n'avait rien travaillé. Donc, et malheureusement, des fois, ceux qui font les opérations, ceux qui viennent aux opérations, en fin de compte, c'est quoi? Pourquoi ils font les opérations? Attention, hein, il y a des fois où c'est très compliqué, hein, je parle pas, mais c'est quoi l'idée de l'opération? L'idée de l'opération, c'est que je suis obligé d'avoir un élément extérieur qui me gère. Mais si après, alors tout ça, c'est pourquoi pas, c'est bien. Des fois, c'est compliqué. Mais si après, tu fais pas le travail pour comprendre c'est quoi de la nourriture, pour comprendre ton attrait vers la nourriture, pour comprendre comment, etc., et bien, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, le propulseur que tu as eu, ta bonne volonté de te faire opérer pour pouvoir être en meilleure santé, etc., ce propulseur-là, eh ben, il y a un moment où il s'arrête, parce qu'il y a un manque de kérosène. Et donc, en fin de compte, tu planes. Et à la fin, quand tu planes, tu tombes. Ok? Donc, en vérité, le Avodat Hashem, elle ne peut pas être en comptant constamment sur le réacteur de quelqu'un d'autre. Donc, quel a été le grand défaut de la sortie d'Égypte? C'est que, alors, pardon, le vrai terme, je dis le grand défaut parce que c'est un terme pour attirer l'oreille, c'est pas le grand défaut. La sortie d'Égypte, qu'est-ce qui manquait au Bnei Israël de la sortie d'Égypte? C'est que toute la sortie, elle était du fait d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui a décidé de A à Z de manière unilatérale du moment où il va nous faire sortir d'Égypte, de la manière comment il va nous faire sortir d'Égypte, avec le nombre de miracles, avec etc., etc. Les Bnei Israël, ils étaient totalement spectateurs. Et bien évidemment, c'est logique, on ne peut pas attendre nos enfants quand ils sont bébés, qu'ils vont nous dire quel métier ils vont faire plus tard. Ok? On est obligé de les faire travailler, et ils galèrent, ils ne sont pas contents, mais c'est pas grave. Donc il y a un moment où c'est les parents qui doivent décider pour. Mais le parent, à l'intérieur de l'éducation qu'il doit donner à ses enfants, eh ben, il doit aussi le travailler. Et des fois, les parents aussi, ils ont un grand problème avec leurs enfants. C'est quoi? Ils ont peur qu'ils se mettent en échec. Ils ont peur que leur enfant subisse un échec. Et pour cela, ils ne les laissent jamais voler de leurs propres ailes. Jamais. Si on peut dire que c'est un problème, c'est un très, 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 très grand problème. De toute façon, c'est un vrai risque. C'est les parents qui font ça, amènent leurs enfants à ne pas être prêts pour l'avenir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est avec toi, l'enfant. Mais tu peux pas être tout le temps avec lui. Donc, si à chaque fois qu'il tombe, tu le ramasses, ou si à chaque fois qu'il tombe, tu le ramasses, et ben, en fin de compte,
Et comment il va savoir c'est quoi subir un coup, c'est quoi... et en plus, quand il est petit, le plus grand des coups qu'il va avoir, ma copine ne m'a pas parlé. Ok? Et à ce moment-là, tu utilises ce moment-là pour lui expliquer, ça veut dire quoi? C'est quoi les relations humaines? C'est quoi les trucs? Et à ce moment-là, tu dis, retourne là-bas et fais de cette manière-là. Elle n'a pas réussi et tu le renvoies, et tu... etc. Mais si maintenant, tu l'empêches de faire ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lui amener, de lui fabriquer une vie imaginaire, en fin de compte. Tu es en train de lui faire fabriquer une vie imaginaire. Parce que la vraie vie, les parents, ils ne sont pas dans la vraie vie. À part si tu veux qu'il habite chez toi jusqu'à 46 ans, mais Bah oui. c'est bien ça. Hein. Donc c'est un mahamar que le rabbi l'a dit, parmi les premiers mahamarim, donc un mahamar du rabbi, c'est un enseignement de Kabbale, un enseignement de Chassidut, de Kabbalah, que chez les Chassidim, on considère exclusivité du rabbi à transmettre ce genre d'enseignement. On reviendra dessus une autre fois à l'occasion. Au Bioragna. Donc l'explication de tout ça, le rabbi nous dit Deine, Agilui Shaya Beyom Rishon de Chag Pesach. La révélation divine qu'on a eue le premier jour de Pesach, c'était quoi? Aya Beprinat Itaruta Dil'ela Mitzad Atzmo. Le terme Itaruta Dil'ela, traduction littérale, It Orerut. Qui connaît un peu l'hébreu? It Orerut. Comment on dit un réveil en hébreu? Sha'on me'orer. Donc, les horaires, c'est réveiller. Itaruta, le réveil, dil'aïla. C'est quoi dil'aïla? D'en haut, comme les ma'ala, les la. Donc, en vérité, le rabbi nous dit que lorsqu'on est sorti d'Égypte, le sortie d'Égypte, elle provenait par un réveil unilatéral d'Hachem. Donc, c'est Hachem qui a tout fabriqué du début jusqu'à la fin. En fin de compte, quand les Israël ils sont tombés amoureux d'Hachem à la sortie d'Égypte, mais qui a fait tout le travail de séduction? C'est Hachem qui a fait le travail de séduction auprès des Bnei Israël à travers les miracles et à travers s'occuper d'eux et à travers tout ce que les Bnei Israël ils ont vu. Donc en fin de compte, c'était one way, unilatéral pour l'instant. Et comme il y a marqué dans le pasuk, Be'otziacha et ha'am mimitzrayim, ta'avdun et ha'elokim ala haraze. Lorsque tu vas faire sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vous servirez Dieu? C'est Dieu qui donne l'ordre de servir Dieu. Aïnou. Pardon. Qu'il a dit, lorsque vous allez sortir d'Égypte, vous allez commencer, entre guillemets, à servir Dieu. Dans le but de Matan Torah. Chez Inyan Avoda Milmata Lemala, Itrila Lachem Yetzer Mitzrayim. C'est-à-dire que le principe de Avoda, il a commencé quand? Après la sortie d'Égypte. Parce que avant la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de Avoda. Il y avait la récupération. On a plané dû au moteur que Hachem il a mis à l'intérieur de la sortie d'Égypte. Comme il a fait les miracles, donc automatiquement nous on s'est sorti porté par la volonté d'Hachem. En étant porté par la volonté d'Hachem, on l'a suivi dans le désert. Mais en fin de compte, qui c'est qui a fait le travail? C'est Hachem. Et c'est pour ça qu'il a marqué lorsque tu vas faire sortir ce peuple-là d'Égypte, à ce moment-là, vous servirez Dieu. C'est-à-dire que le service de Dieu, il a démarré quand? À la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, il y avait quoi? Il n'y avait pas de service de Dieu. Ah, mais j'ai pas compris, on a quand même fait l'action de sortir d'Égypte. Oui, mais cette action-là, elle a été dépendante de quoi? Elle était sous perfusion de la volonté d'Hachem et sous perfusion de l'élan que Hachem il a créé. Donc, de ton propre chef à toi et de ton propre frère à toi, tu n'as rien fait. N'appelle pas ça Avoda.
appelle ça planage. Tu as plané sur l'élan qu'Hachem t'a fait. On va faire donc 3 lignes. Après, en plus, après moi aussi, je dois partir. Alors, chez Inyan Avodah Milmata Lemala, Itrila Lachei Mitzrayim. Ve'ilu beyetziat Mitzrayim. Je suis à la 3e avant-dernière ligne. Et par contre, à la sortie d'Égypte, Aïta Itarerut Milmala Lemata. C'est comme, peut-être, comme dans l'éducation des enfants. Au début, les enfants, on ne peut pas leur demander leur avis. On a besoin qu'ils soient construits. Et après, on leur demande leur avis. Donc, d'un certain côté, on impose la vie à la maison. Mais la seule différence entre nous et les dictateurs, c'est quoi? C'est que chez nous, on est bienveillants. Mais quoi qu'il arrive, les mamans, c'est les plus grandes dictatrices qui existent sur Terre. Ok? Mais à la différence, c'est quoi? C'est qu'elles sont bienveillantes. Mais c'est normal. On ne peut pas attendre que l'enfant ait 18 ans pour lui apprendre à se laver les dents. Pendant un moment, une fois, j'avais dit à mon fils, va pas laver les dents. C'était pendant les années Covid. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il m'a sorti? C'est une dictature sanitaire. Il m'a fait dictature sanitaire. Il m'a sorti dictature sanitaire. Il fait dictature sanitaire. Alors, Vezeu, tu fais dictature sanitaire. Vezeu mashekatouv moshreini acharecha narutza. Tous les vendredis soirs, on fait Shir HaShirim. Et qu'est-ce qui a marqué dans un des psukim de Shir HaShirim? C'est quoi? Moshreini acharecha narutza. On parle du roi qui va chercher sa kala. Il dit Moshreini. Je sais. Il est 11h03. Tu lui dis que je me lève. Alors, Moshreini. C'est pour ça que j'ai mis en mode avion. Alors, Moshreini acharecha narutza. Moshreini, il m'a tiré le roi. Acharecha narutza. Après toi, narutza, on va courir. Ça, c'est quoi? Au début, le roi, il a fait Moshreini. C'est lui qui a tiré la Kala. Et après, une fois que la Kala, elle a découvert la grandeur du roi, donc elle dit, Acharecha narutza. Après, c'est elle qui est allée de son propre chef courir après le Khatan. Ok? Et ça qui a marqué. Chez Inyan, Vezeu mashkatou Moshreini Acharecha narutza. À la sortie d'Égypte, il y avait Moshreini. Coup de pression. Alors, Moshreini, à la sortie d'Égypte, il y avait Moshreini. C'est quoi Moshreini? C'est Hachem, il nous a tirés. Et après la sortie d'Égypte, Acharecha narutza, c'est nous. Ve'eviani amelech hadarav. Moshreini, kai, à la gilouyin di yetziat Mitzrayim. Moshreini veut dire, c'est ça, c'est lorsque Hachem nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui a fait tout le déballage. Il nous a amené la belle voiture, il nous a amené le truc. Et à ce moment-là, une fois qu'il nous a dit, je suis un bon khatan, et donc Hachem il nous a fait le déballage de combien d'amour il avait pour l'âme Israël. Et après ça, nous on a dû commencer à faire Avodat Hachem. Ok? On va s'arrêter là. Ce qu'on doit se rappeler, que l'Avodat Hachem, elle ne peut être définissable que lorsque je fais un travail de création de valeur. Lorsque je fais un travail de gestion des actifs ou des passifs ou de ce que tu veux, ça ne s'appelle pas Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est la création de valeur. Quand on est sorti d'Égypte, on est parti à la suite de ce que Hashem il nous a révélé, il nous a travaillé. Et après, on a eu besoin de faire. Et comme le Rabbi nous a dit, c'est pour ça qu'il y a marqué lorsque tu vas faire sortir le peuple d'Égypte, Ta'avdoun et Ta'elokim al-Arazé. Donc à partir de quand il y a eu la Avoda, Ta'avdoun, c'est après la sortie d'Égypte. Mais à la sortie d'Égypte, ça ne pouvait pas être Avoda, puisqu'on est parti avec l'élan d'Hachem. Ok?